Bonsoir à tous, bienvenue sur Reflet TV. Le deuxième congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la PRHDP a eu lieu dans une ferveur militante impressionnante le week-end dernier avec des partisans et participants venus de tout le pays. À cette occasion, Alassane Ouattara a accepté de rester à la tête du parti présidentiel, répondant favorablement à la demande insistante de ses partisans. Mais sur la question cruciale d'octobre 2025, le président laisse planer le doute. Peut-il encore dire non à l'appel du RHDP? Est-il réellement prêt à céder le pouvoir ou prépare-t-il un coup de théâtre politique comme l'a-t-il fait en 2020? Ce soir, Entre deux News ouvre le débat avec des voix engagées, des regards croisés, 4 invités et des consultants bien sûr. Pour en parler ce soir, Nzi Bernard Kokora, secrétaire national adjoint du RHDP, en charge des militants de l'extérieur. Bonsoir Nzi Kokora. Bonsoir Cédric. Et puis Arsène Anouma, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir M. Cédric. Bonsoir Ougaël Akwa, analyste sociopolitique. Bonsoir Cédric. Et puis enfin Eric Dohou. Ce n'est pas un nouveau visage, mais un nouveau visage sur Reflet TV. Nouveau consultant sur Entre deux News, c'est votre baptême du feu. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette aventure. Plaisir, et bienvenue chez vous. Merci. Alors place maintenant au débat du soir. Alassane Ouattara peut-il encore dire non à ces militants? Mais avant, je vous propose de suivre cet élément qui revient sur les moments forts de son adresse aux militants du RHDP. C'était dimanche dernier au stade olympique Alassane Ouattara du village EBMP. On regarde. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Merci beaucoup. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les urnes. Je voudrais à nouveau vous rassurer et vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Oui, tout se passera bien dans la paix et le calme. La sécurité des populations continuera d'être assurée. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance. Voilà, je vous ai entendu. Je vous remercie de votre confiance. Je vous reviendrai les jours à venir en mon âme et conscience d'une décision. Eric Dohou, comment vous réagissez face à ce message, cette réponse d'Alassane Ouattara? Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que pour moi, personnellement, ce choix d'un candidat pour le RHDP est totalement anecdotique. On est vraiment dans du storytelling. On a déjà vécu ça en 2020 avec le 3e mandat. Donc, je trouve que ça tombe un peu à plat. Mais je comprends que ce sont des étapes à franchir dans tout ce qui est l'histoire qu'on veut raconter par rapport à cette élection. Quand je dis que le choix est anecdotique, c'est aussi parce que aujourd'hui, quel que soit, et c'était déjà le cas en 2020, quel que soit le choix qui va être fait, le véritable candidat du RHDP est déjà connu depuis très longtemps. C'est qui alors? C'est le bilan du RHDP. Que ce soit le président Ouattara lui-même ou une des personnes de la demi-douzaine qu'il cite, personne de ces personnes ne va se départir du bilan qui est déjà de ces 15 ans de gouvernance. Donc, en clair, aujourd'hui, si quelqu'un a envie de perdre son temps à deviner le nom du candidat du RHDP, bon, je trouve que c'est une perte de temps pour le moment. Il faut plutôt se concentrer sur ce qu'est réellement une élection, c'est le débat sur le bilan passé et sur les perspectives en termes de projets politiques et de programmes politiques. Ensuite, on peut regarder d'un point de vue de la forme légale. Personnellement, c'est vrai qu'en démocratie,
quand on regarde les définitions, on a presque tendance à se dire, mais tout ce qui concerne les limitations de mandat, si le peuple, puisque c'est exactement ce qu'on essaie de nous vendre en termes de communication avec ces pré-congrès et ces congrès, c'est de nous dire, il ne le veut pas lui-même, mais la volonté populaire l'y pousse. Le problème, c'est que la limitation des mandats a été installée, non pas parce que dans d'autres pays, les gens avaient envie de faire 2 ou 3 mandats, c'est surtout parce que dans nos pays africains, les systèmes électoraux ne sont pas fiables. Donc, on a estimé que, puisqu'on ne pouvait pas compter sur le peuple pour sanctionner clairement des dérives ou refuser de participer à des délits de démocratie, forcément, on rajoute cette petite disposition constitutionnelle pour éviter que quelqu'un s'éternise au pouvoir, parce que sinon, c'est réellement possible. On a vu avec quel magistria le RHDP nous a vendu la Constitution de 2016, où des cadres se sont totalement dédits. La Constitution est devenue une chemise qu'on a chez le couturier, et le parti au pouvoir est donc l'atelier de couture, et choisit s'il faut enlever une poche, rajouter une manche, enlever un bouton. Donc au final, sur la forme, on n'est plus dans ce débat-là aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder sur le fond. Et sur le fond, aujourd'hui, je pense que le président Alassane Ouattara ne va pas prendre sa décision en consultant toute cette demi-douzaine qui est autour de lui. En réalité, il va poser la question à 4 personnes. Et ces 4 personnes, il y a Alassane Ouattara lui-même, Alassane Ouattara l'ambitieux, qui a rejoint la Côte d'Ivoire dans les années 90 et qui, au décès du président Houphouët-Boigny, a voulu s'installer au pouvoir. Ça va être aussi une discussion avec Alassane Ouattara, celui qui veut rentrer dans l'histoire, qui a tenté de le faire en 2020 et qui a dû rétro-pédaler. Il va discuter avec ce monsieur-là aussi, ce Alassane Ouattara-là. Je pense que le premier lui dira oui, on continue, parce que l'ambition n'a pas de limite. Le second lui dira non, on doit arrêter pour rentrer dans l'histoire, pour rattraper l'erreur qui a été faite en 2020. Mais il y aura encore 2 autres Alassane Ouattara avec qui il va discuter. Le premier, c'est le président Alassane Ouattara, la fonction qu'il incarne, qui est à la fois garant de la Constitution. Et sur ce point, je ne vais pas refaire le débat sur la Constitution et tout ce qui nous a été dit, tout ce qui nous a été vendu. D'ailleurs, ça me fait rappeler 2 choses. La première, c'est cet article 54 de l'ancienne Constitution qui a été rayé et qui permet aujourd'hui à un président de la République d'être à la fois chef de parti. Et la deuxième chose, c'est une intervention du président de la CEI, M. Koulibière Koulibaly, qui parlait dans une adresse sur la RTI ou une émission de débat, je ne sais plus exactement, j'ai vu juste un clip de son intervention, et il disait que pour le parrainage, par exemple, si une personne, je crois que c'est le journaliste qui le relançait, M. Diaby, qui a très bien fait d'ailleurs sur cette question, de lui dire, imaginons qu'un candidat qui ne soit pas pour le moment sur la liste électorale décide d'aller quand même au parrainage. Est-ce que c'est possible? Et il lui disait non, qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le dol, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une décision sans savoir réellement, parce qu'on vous a manipulé sur une question, vous pouvez raisonnablement demander à ce que cette décision soit retoquée. Donc, tout ça pour dire en fait que le président de la République, garant de la Constitution, a laissé un dol se passer ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ont voté en pensant en toute confiance de ce parti que le président Ouattara ne ferait pas un 3e mandat ou un 2e mandat de la 3e République. Tout dépend de comment on fait les mathématiques. Et si 1 + 1 + 1 égale 3 ou égale 2, ça dépend de chacun. Mais pour finir, avec cet article 54, Alassane Ouattara est aussi président de parti. J'ai presque envie de dire président de tribu. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que lui qui prend la décision. Il y a tous ceux qui le suivent derrière. Tous ceux qui ont l'ambition, qui en est dans l'ombre, qui veulent devenir ministres, ceux qui veulent soigner leur retraite dorée. Et tous ces gens-là le poussent à continuer parce qu'ils savent très bien que si demain il y a une alternance, ils ne vont pas pouvoir continuer ce qu'ils font. Il y a tous les scandales à cacher, il y a plein de choses. Donc tout cela aussi le pousse à récidiver pour un 4e mandat. Et donc ce Alassane Ouattara, président garant de la Constitution, est censé dire non. Mais le Alassane Ouattara, président de parti, est poussé à dire oui. Donc au final, là, on se retrouve à 2 oui contre 2 non dans cette discussion à 4, dans son esprit. Je ne sais pas ce qui va faire basculer la balance. On espère en tout cas que ce sera du bon côté pour la Côte d'Ivoire. Merci Eric Dou. Nziko Kora, pourquoi le président Ouattara entretient-il ce suspense? Non, il n'y a pas de suspense. Il pouvait dire oui devant ses militants. Non, pour ceux qui suivent bien le président de la République, d'abord c'est un homme d'État. Il est très responsable. Et si hier vous avez suivi son discours au cours du Congrès, au stade EBP Alassane Ouattara, il a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ».
Donc, ce n'est pas un chef de tribu, même s'il est le président du RHDP, il est le président des Ivoiriens. Compte tenu de son bilan qui est totalement élogieux, puisqu'on peut le dire sans gêne ni complexe, qu'en 15 ans, dans un contexte post-crise et dans le même délai, aucun autre président africain n'a réussi à réaliser le bilan que le président a depuis 15 ans. Donc, au vu du bilan, les militants en toute souveraineté ont décidé que le président de la République puisse continuer pour un deuxième mandat de la Troisième République. En homme d'État, il dit « je vous ai compris, je réfléchirai et je vous donnerai une réponse ». Mais ceux qui suivent bien le président de la République, en 2020, lorsqu'il avait décidé de se retirer, vous vous souviendrez que ce n'est pas au cours d'une réunion de son parti qu'il a donné cette décision-là. C'est bien entendu devant le Congrès donc réuni, donc la maison du peuple, les représentants du peuple, qu'il a annoncé sa décision. Et ça marque des responsabilités. Et lorsque malheureusement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre candidat, est décédé, le président de la République, les militants lui ont demandé de repartir encore à la course. On s'est réunis en Congrès national, nous avons fait cette demande, nous l'avons formulée, le président a dit « je vous ai compris, je vous reviendrai ». Et donc, après mûre réflexion, après consultation des forces vives de la nation et de tout le monde, le président, au cours d'une adresse solennelle, a décidé d'être candidat en informant le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, c'est une hérésie de penser que le président de la République allait donner sa réponse ce jour. Il a eu le quitus de son parti, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est porteur d'un projet initié par son parti. Et 5 ans de gouvernance, naturellement et normalement, dans une démocratie, les militants doivent se prononcer. Sont-ils satisfaits de la gestion donc, de leur candidat, donc, qui a porté leur projet? Ils ont dit oui, et sur ce coup, ils lui demandent donc de continuer. Je crois que quand vous gérez une entreprise, à la fin donc, de votre mandat, vous faites un bilan devant vos pairs ou ceux qui vous ont donc mis à cette place, et puis ils prennent des décisions. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ça dit il faut que nos amis sortent de la controverse inutile. Dans un pays, il y a des institutions qui décident. Nos perceptions personnelles, nos analyses personnelles ne sont pas source de droit. Donc, sur la légalité du président, la candidature du président, le débat est clos depuis 2020. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême en termes de la hiérarchie donc, judiciaire, a décidé en 2020. Le débat, il est clos. Le reste est de la polémique inutile. Les gens ont peur d'aller aux élections. Ils ont peur d'affronter notre bilan, ils ont peur d'affronter notre candidat et ils vont aller soulever tout. Donc, vraiment, pour nous, le débat doit ailleurs. Et je crois que l'autre l'a si bien dit. C'est le plus important, c'est le bilan du RHDP, du président de la République. Et ce sont les perspectives. Mais en face, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, le débat, il devient pauvre. On soulève des débats, des sujets très dépassés pour nous embrouiller. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. Ce qui nous intéresse, c'est notre bilan. Et sur ça, nous sommes prêts à affronter n'importe qui. Nous ne disons pas que la Côte d'Ivoire est devenue un paradis, mais sur tous les aspects de la gouvernance, nous avons évolué. Et nous avons un projet qui va jusqu'en 2030. C'est sur ça que nous attendons nos amis. Mais les histoires de constitution, la constitution a tranché que des militants du RHDP ou de l'opposition aient des positions tranchées différentes donc sur la légalité donc, de la candidature du président, à partir du moment où l'organe qui doit nous séparer et départager, donc doit nous réconcilier sur une position, a décidé que Ouattara soit candidat en 2020. Le débat, il est clos, on ne va pas rentrer dans ça. Évoluons et nous les attendons sur les vrais sujets de fond. Gaël Lakpa, va-t-il accepter d'être candidat ou désignera-t-il un successeur? C'est la question qu'on se pose, c'est la grande interrogation de ce soir. Il faut le dire, selon les chiffres officiels relativement au dernier congrès entre samedi et dimanche dernier, les chiffres souvent parlent de 100 000 personnes mobilisées, d'autres parlent de 120 000 personnes mobilisées. Bon, le RHDP, avec toute cette logistique mise à contribution, tous ces financements pour organiser ce congrès-là, attendre ce dimanche-là, vraiment, c'était une grande fête pour le parti. Et effectivement, la plupart de tous les militants, de tous les cadres s'attendaient à ce que le président Ouattara donne une réponse. On a bien vu le président du comité d'organisation du congrès supplier presque le président Alassane Ouattara de
répondre favorablement à leurs demandes. Parce qu'ils ont organisé des pré-congrès, ils ont pris l'avis de tous les militants, de tous les cadres, et disons que dimanche 22 était l'apothéose où ils s'attendaient vraiment à une réponse du président de la République qui aurait sûrement débouché sur une grande fête. Le président n'a pas répondu, il fallait s'y attendre. Quand on est un grand observateur ou bien un bon observateur de la vie politique ivoirienne, quand on connaît un peu le président Ouattara, on le dit très souvent, là où il sait qu'on l'attend, ce n'est pas là qu'il sort. Donc, moi, je vais dire à ce niveau-là, rendez-vous encore à une autre grande date où on attendra. De toute façon, il a ses façons à lui d'agir. Maintenant, je vais faire une analyse sur 3 points. D'abord, la réponse tant attendue était un peu à haut risque. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, à haut risque pour lui-même, en fait, sa crédibilité et pour l'homme d'État qu'il incarne. Il avait dit à plusieurs reprises qu'il comptait partir depuis 2020. Après 2020, il a dit encore qu'il ne compte pas s'éterniser au pouvoir. Donc, aujourd'hui, venir répondre ouvertement qu'il serait candidat, ce n'était pas vraiment évident, y compris aussi le fait, on a vu les dernières sorties de l'opposition avec Laurent Gbagbo qui dit qu'il se battra contre le 4e mandat, avec la plupart des partis d'opposition qui sont en tout cas farouchement opposés au fait qu'il soit candidat. Donc voilà pourquoi je dis que c'était quand même une... Tôt ou tard, il va répondre. Réponse. Voilà, il répondra, mais quand même c'était une réponse à haut risque. Voilà, je l'ai dit pour sa crédibilité lui-même et puis en même temps aussi pour l'éventuelle réaction qu'il pourrait avoir en face. Deuxièmement, je vois un dilemme politique au niveau du RHDP. Ce dilemme-là, c'est clair. Le RHDP semble incapable d'avoir une relève qui veuille renouveler. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu Patrick Achi presque supplier le président Ouattara de rester encore avec eux. Alors, on voit aussi un appel pressant au président Ouattara qui traduit en fait un vide stratégique au niveau du RHDP. Et puis, je vais finir sur le 3e point pour parler de la réponse, à vrai dire. Le président de la République, s'il dit non, je pense que cela engage beaucoup le parti. C'est un véritable problème aujourd'hui pour lui. Parce que, à le dire, on sent que le président Ouattara a envie de partir. Mais sauf qu'il veut sûrement s'assurer que quand il s'en va, que son parti ne perde pas le pouvoir. Est-ce que les cadres du RHDP sont prêts à assumer ou bien à assurer la relève? C'est ce qui peut-être fatigue le président à ce niveau-là du débat parce qu'on est à 4 mois des élections. Quand jusqu'à présent, il n'a pas encore pu dire qu'il est candidat ou pas. Bien, question fermée. Oui. Alassane Ouattara a-t-il bien préparé sa relève? Moi, je le dirais personnellement, non. Parce que si c'était le cas, il y a 1 an en arrière ou bien 2 ans, aujourd'hui, on aurait vu quelqu'un sortir la tête de l'eau. Pour l'instant, on ne voit personne. Merci, et voilà. Merci Gaël Akbar. Alors, Arsène Anoma, Alassane Ouattara a-t-il bien préparé sa relève? Sinon, pourquoi a-t-il du mal à donner une réponse? S'il est candidat ou pas, faut-il encore un suspense? Et puis, l'autre question, c'est de savoir, c'est pas de savoir, mais Alassane Ouattara a finalement accepté de continuer en tant que président du parti. Réaction là-dessus aussi. Pour moi, j'estime que la première question est sans équivoque. Le président Ouattara, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1990, comme l'avait dit notre frère en face, il n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire comme un cheveu sur la soupe ou bien en villégiature. Il est arrivé en Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel de feu le président Pélisse Fouboigny pour sauver la Côte d'Ivoire. Et il a réussi cette mission avec maestria, ce qui lui a valu d'être conduit plusieurs années après à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc le président Ouattara a toujours été une personnalité politique, administrative, responsable. C'est-à-dire que dans la gestion du RHDP, le seul parti national en Côte d'Ivoire qu'il a créé, qui n'est pas une tribu, au sein du RHDP aujourd'hui, le RHDP est le seul parti qui a une représentation nationale. Les partis qui sont des tribus
on les voit dans l'opposition. Bien. Maintenant, concernant sa succession, j'en viens, c'est pour dire qu'on ne peut pas avoir une personnalité politique de cette envergure-là et douter du fait qu'il ait préparé sa succession. La succession du président est préparée. Ceux qui doutent, c'est ceux qui n'ont pas envie de voir. C'est ceux qui ne veulent pas voir le personnage politique exceptionnel que le président Ouattara. La succession est préparée, mais le président Ouattara, c'est un homme méthodique et le RHDP, c'est un parti organisé. Et la succession du président viendra au moment où la nécessité de le faire sera faite. La Constitution, ce n'est pas encore nécessaire. La Constitution lui donne le droit. Est-ce que ce n'est pas nécessaire maintenant ? La Constitution de 2016 lui donne le droit d'être candidat. Non, le deuxième mandat. Non, nous ne faisons pas de débat sur est-ce qu'il est éligible ou pas. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais savoir est-ce que Alassane Ouattara a une relève qui est prête à diriger. La relève est là. Les cadres du RHDP. Vous-même, vous avez vu comment le deuxième congrès a été organisé. Les cadres du RHDP sont présents partout. Il y en a dans toutes les régions. On peut les citer ici de façon pêle-mêle. Alors, si Alassane Ouattara dit non, qui pourrait porter les couleurs du RHDP en octobre prochain? Non, nous ne faisons pas selon votre lecture. Non, moi, je ne fais pas de la politique fiction. De toute façon, à l'heure où nous parlons, c'est l'interrogation qu'on se pose aujourd'hui. Le candidat du RHDP, c'est le président Ouattara. C'est ce qui a été demandé par la base militante et je suis convaincu par la majorité des Ivoiriens. Donc, à l'heure où nous parlons, le candidat du RHDP, c'est le président Ouattara. Alassane Ouattara pourrait dire non également. Comme je le dis, je ne fais pas de la politique fiction. S'il arrivait que le président Ouattara, lors de son adresse prochaine au peuple, une adresse pour ça qu'il ne fera pas devant son parti, mais devant tout le peuple ivoirien, parce qu'il a répété au stade de Bimpé, il est le président de tous les Ivoiriens, et il a toujours été le président. S'il prenait une décision disant qu'il n'est pas candidat, je suis convaincu qu'un homme d'État qu'il est, il s'est assuré que la relève est faite. Et mais vous, de votre lecture, Patrick Kachi, Téné Birahima Ouattara, Adama Bictogo ont-ils le poids politique? Moi, je m'en tiens à la décision du RHDP qui a décidé, nonobstant tous ces cadres de valeur qui sont présents, de faire du président Ouattara son candidat. Et le président Ouattara est le candidat du RHDP. Maintenant, s'il advienne qu'il prenne une autre décision, en toute responsabilité, le président Ouattara ne peut pas prendre une décision. Ça me fait marrer quand les gens pensent que le président Ouattara, c'est comme s'il ne sait pas ce qu'il fait, comme si... La façon dont il a transformé la Côte d'Ivoire depuis qu'il est au pouvoir devait démontrer, même à ses détracteurs, à ceux qui refusent de voir que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui sait tout ce qu'il fait et il le fait bien. Donc pour moi, s'il décidait, lors de son adresse prochaine, de ne pas être des candidats du RHDP, je suis convaincu que c'est parce qu'il a trouvé au sein du RHDP, parmi tous ceux qui sont susceptibles de succéder... Mais vous n'avez pas réussi à donner de nom. Non. Le nom, ce n'est pas moi de donner le nom. Le nom a été donné par le parti. C'est votre lecture, ça n'engage pas le RHDP. Non, ma lecture, politique. En analyse politique, ma lecture, c'est que le candidat actuel du RHDP, c'est le président Ouattara. Oui, mais quelle est la personnalité qui se dégage? Non, la personnalité qui se dégage, les personnalités sont là. Et le président Ouattara, c'est lui qui décidera. Bien, merci Arsène Anoma. Éric Dohou, il y a aussi la question du bon moment pour trancher de sa décision. À quel moment faut-il s'attendre à cette décision? D'accord, pardon, je vais faire juste une petite parenthèse rapide pour rassurer messieurs Kokora et monsieur Anoma. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot tribu, mais pour les téléspectateurs qui peuvent regarder l'émission en différé ou après, auront remarqué que j'ai tout de suite cité après ce que j'appelais tribu. Donc, c'est juste pour dire que c'était une expression idiomatique imagée pour parler de la tribu politique de M. Alassane Ouattara et non pas d'une tribu ethnique, parce que j'entends déjà des relents de ce discours identitaire qui a prévalu en 2010. Je veux rappeler... Attendez, laissez-moi votre tour de parole encore. Je pourrais vous expliquer après de manière en second degré ce que veut dire Alors tribu. pour ce deuxième tour, on aura chacun 1 minute 30 je veux donc dire que je ne suis pas du tout client justement de ce débat identitaire, parce que j'estime que c'est ce qui justement cache le débat sur les vrais sujets, notamment sur le fameux bilan inattaquable. Je voulais dire quelque chose. J'entends beaucoup d'obséquiosité habituellement sur les plateaux télé. Moi, je ne suis pas un grand fan de culte de la personnalité. J'ai cru entendre ici, j'ai senti les symptômes de cette fameuse fièvre, peut-être que vous la connaissez, la fièvre Staline-Kim Jong-un, cette fièvre du culte de la personnalité. Moi, je ne l'ai pas du tout. Donc, j'analyse très naturellement à l'aune de ce que j'ai pu faire moi-même ou ce que j'ai pu regarder comme débat télé. Je voulais juste simplement dire que j'ai rappelé tout à l'heure dans ma première intervention
que ce que moi j'ai vu le samedi et le dimanche lors des 2 manifestations du RHDP, c'est surtout du storytelling. C'était prévu à l'avance, ceux qui organisaient savaient très bien qu'il n'y aurait pas de décision, c'est déjà fait. C'est des choses que tout le monde voit. On connaît ça depuis des dizaines d'années, je n'ai pas envie de dire des centaines d'années. Vous allez j'ai vu des ministres s'agiter en 2020 lorsque le président a annoncé qu'il ne serait pas candidat, crier, tempêter, voilà, j'en ai vu le dimanche aussi. Vraiment, voilà, c'est du théâtre. Je suis désolé, on le voit avec en Corée du Nord, les gens qui pleurent parce que Kim Jong-un est malade. Bon, c'est des choses c'est du cul de la personnalité, on sait ce que c'est. Je comprends que ce soit culturellement acceptable en politique en Côte d'Ivoire, mais si on veut se dire les choses clairement, le choix du RHDP est déjà tranché. Et pour faire une petite anecdote, en 2020, j'ai été nommé coordonnateur central du parrainage pour un candidat que je ne citerai pas, un illustre candidat. Et au moment où tout un débat était en train d'être discuté sur les plateaux télé concernant le choix d'un candidat de se présenter ou pas, en tant que coordonnateur central, nous sommes toujours, je dirais, invités à la CEI. Et donc, le 13 juin 2020, il y avait la loi concernant le parrainage, puisque c'était une nouveauté, hein, donc il y avait la loi qui est sortie, le décret, pardon. Et ensuite, le 16 et le 17, la CEI nous a invités à venir, en tant que coordonnateur central des futurs candidats, à venir récupérer nos kits. Bon, je ne dirai pas les noms que j'ai vus, puisqu'en tant que coordonnateur, j'ai signé la fiche d'émargement. Il y avait donc des coordonnateurs qui étaient venus avant moi. C'était autour du 21-22 juin, alors que les décisions ont été prises autour d'août. Donc voilà, des décisions qu'on estimait avoir besoin de relancer. Très clairement, les décisions sont déjà prises. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois de notre élection. Et je dirais que la qualité de nos débats télé aujourd'hui tourne beaucoup autour. On a fait beaucoup de débats sur la nationalité des uns et des autres. Aujourd'hui, on fait des débats sur la grandeur de ceux qui vont reporter, la maestria du dribbleur qui a reporté sa décision à plus tard. Moi, je suis pressé qu'on rentre dans les vrais sujets qui sont le décortiquage du fameux bilan inattaquable, les projets de chaque candidat, pour qu'on puisse demander aux Ivoiriens de choisir le meilleur candidat pour eux et non pas un candidat qu'on leur a tout simplement servi sur un plateau. Bien, alors, selon votre lecture, on va aller rapidement. Quel est le moment idéal quand vous faites cette lecture? Le moment idéal, c'était en janvier. Ce ne serait pas en août? Non, c'était en janvier 2024, le meilleur moment. Ça nous aurait évité tous, parce que là, on va prendre 1 heure d'émission pour discuter de la candidature de M. Ouattara, alors qu'on aurait pu prendre 1 heure d'émission pour discuter, par exemple, du scandale de la Convention corsaire. Bien, mais c'est le sujet qu'on a abordé sur ce plateau plusieurs fois. Oui, je veux dire, c'est l'actualité également du jour. Il y a beaucoup de choses à en dire. Bien, on a beaucoup de sujets qu'on aborde chaque jour. On aurait pu encore alors, prochaine question, Nzi Kokora. Damana Picasse, cadre du PPACI, dit que ce recul est le fruit de la mobilisation citoyenne. Il n'a pas répondu favorablement à l'appel de ses partisans. Il a préféré se donner le temps de réfléchir, signe qu'il hésite face à la pression populaire. C'était hier lors d'une conférence de presse du PPACI. Réaction là-dessus? Alors, avant de réagir et de répondre à votre question, je m'en voudrais de ne pas revenir sur ce que le fait a dit. D'abord, en démocratie, en République, on ne parle pas de tribus. Moi, je ne vois pas quel est le mal donc d'avoir son parti, de le diriger comme dans tous les pays du monde. Dans notre ombre, il est républicain, il défend le camp républicain. Donc, parler de tribus, si pour vous, c'est une autre définition que vous lui donnez, je crois qu'elle est très mal placée. Voilà. Donc, il ne faut pas dire ce genre de choses. L'autre chose que je voulais dire, une autre fausseté, et ça, je ne l'accepte pas, en disant à la mort du président Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a voulu s'installer. Par quel moyen? Quels sont les actes que M. Ouattara a posés en 1993 au décès du président Houphouët-Boigny pour pouvoir s'installer au pouvoir? Donc, il faut refuser le lavage des cerveaux. Voilà, je ne l'accepte pas. Voilà, c'est une accusation très grave que je refute. Alors, sur votre question... La sortie de Damana Picasse. Mais vous savez, moi j'ai un problème avec ces gens. Quel est leur problème? Avec les problèmes du RHDP. C'est quoi la démocratie? C'est-à-dire qu'il faut que finalement, les Africains, on s'asseye pour définir la démocratie. S'il faut que nous-mêmes, nous ayons notre définition de la démocratie, il va falloir la définir. On nous parle de succession de M. Ouattara. Mais la volonté, quelle est la volonté populaire des militants du RHDP, Siddiq? Quand vous avez vu tout ce monde, du premier jour au dernier jour,
des gens responsables qui sont déplacés pour aller dans un stade, demander à leur leader d'être leur candidat. Mais est-ce qu'il y a une autre forme de démocratie que ça? Et lui, le leader ne répond pas. Mais le leader, il a bien dit, je vous ai compris, je vais réfléchir. N'a-t-il pas aussi le droit de réfléchir à la demande qu'on lui fait? Le problème des gens, c'est que, en réalité, ce n'est pas jalousie, bien pas quoi, mais moi, j'ai du respect pour des gens qui se construisent un leadership. Vous prenez Laurent Gbagbo, il s'est construit un leadership, une légitimité dans son cas. Vous prenez Henri Konan Bédié de même. Alassane Ouattara a réussi à construire une légitimité et un leadership fort dans son parti et dans le pays. Si vous n'arrivez pas à construire ce même leadership, au lieu de prendre les exemples des uns et des autres, donc qui ont réussi au cours de leur vie à construire un leadership, mais c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez coordonnateur central de qui là? Vous avez refusé le nom, mais je crois que c'est Mamadou Koulibaly. Mais c'est un haut cadre de notre pays, très intelligent. Mais en termes de leadership, aujourd'hui, il a pris sa retraite, une retraite prématurée, parce qu'il n'a pas réussi à construire un leadership. Il a créé un parti qu'il a abandonné après. Il n'a même pas pu avoir plus de 2 élus. Non, vous lui avez donné assez de temps. Laissez-moi finir. Non, nous allons faire une courte pause. On revient juste après pour aller poursuivre. C'est la pub. Nous sommes de retour de la pub. Avant la pub, vous aviez la parole, M. Nzi Kokora. 1 minute 30 pour terminer. Voilà, sur la sortie de Damana Picas. La sortie de Damana Picas, il parle de recul du président face à la pression. Quelle pression? Quand vous regardez cette opposition... La pression de l'opposition ivoirienne. Mais quelle pression de l'opposition? Eux-mêmes, déjà, ils ne sont même pas sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale depuis 2020. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Quand la liste est sortie là, quels sont les actes qu'ils ont posés? Parce que s'il y a une pression à mettre, c'est eux. C'est à eux de mettre la pression sur l'État, sur la CEI, pour que leur personnalité soit sur la liste électorale. Mais quand on n'a pas vu leur nom, quel a été leur moyen de pression? Ça n'a pas existé. Parce qu'ils n'ont plus l'adhésion du peuple. Ils ont tenté de marcher. Le PDCI a marché. C'est 2000 personnes qu'ils ont réussi à mettre dans les rues. Le PPACI, avec la présence de M. Laurent Gbagbo, a du mal à mobiliser 3000 personnes. Quand vous avez regardé le peuple qui était au stade Ebimpe, mais qui peut mettre la pression sur l'autre? C'est bien le RHDP. Parce que la pression, c'est quoi? C'est la légitimité populaire. Quelle est la légitimité populaire de cette opposition? Qui marche sur ses pieds, qui a des problèmes en son sein, qui n'arrive pas à s'unir, qui n'arrive pas à avancer. Quelle pression M. Damana Picas et son PPACI, avec 2 mairies, peuvent mettre sur un pouvoir qui a 27 régions sur 31, 165 députés, 140 mairies? Non, c'est une opposition inexistante. Elle ne peut absolument rien. M. Gbagbo a dit à Dabou, ça fait 1 mois, qu'il va donner des mots d'ordre. Jusqu'à présent, quel est le mot d'ordre qu'il a donné? Comme le PPACI n'arrive plus à bouger, parce qu'ils ont perdu toute crédibilité aux yeux des Ivoiriens, compte tenu de leur mauvaise gestion, et que les revendications portées ne peuvent plus avancer, il a créé un mouvement de la société civile. Trop, c'est trop. Depuis quand un parti politique crée un mouvement de la société civile? Mais parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas de crédibilité. Parce que pour dénoncer les abus sociaux, pour faire des revendications, c'est pourquoi on crée un parti politique. En 1990, ils ont créé le FPI, effectivement, pour lutter contre ce genre de choses. Pourquoi ils n'ont pas créé un mouvement de la société civile? Mais parce qu'en regardant le terrain, le PPACI n'arrive pas à avancer. Et donc, pour terminer, pour ne pas être plus long que ça, c'est eux qui ont des problèmes. Nous, on attend leur pression. Ils peuvent mettre la pression sur Alassane Ouattara ou bien sur le RHDP. Une opposition inexistante, je suis désolé. Arsène Anoma, ensuite, Gaël Lakba. Pascal Afin-Guessan a aussi réagi, le président du FPI, face à la pression des cadres du RHDP. Alassane Ouattara résiste, connaissant les risques et les enjeux d'une candidature de trop. J'espère qu'il fera le bon choix. Pour ce qui me concerne, face au candidat RHDP, quel qu'il soit, je porterai la voix du peuple de Côte d'Ivoire, Pascal Afin-Guessan. Bon, c'est risible, hein, c'est risible. Quelqu'un qui n'a même pas pu se faire réélire dans sa région, chez lui à Bongouanou, qui a perdu lamentablement. C'était une élection régionale. Oui, mais tout leader politique tire sa légitimité de sa base régionale. Il n'a même pas pu se faire réélire chez lui. Même le parti, le FPI, il s'est débrouillé pour arracher dans les mains de Gbagbo, pour asseoir même sa légitimité au sein du CFPI-là. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une part de vérité dans ses propos quand il parle de connaissance de risque et d'enjeu d'une candidature qu'il juge de trop? Quel risque? Quel risque? Il n'y a même pas de risque. Une opposition divisée, irresponsable. Voilà, le FPI même
ne représente rien. Et ça a été si bien dit par son ancien, celui qui l'a créé, Gbagbo, c'est une enveloppe vide. Donc, comment un parti comme le FPI peut créer des problèmes, peut mettre une pression quelconque sur les RDP? C'est risible et ça demande l'irresponsabilité, l'immaturité de l'opposition qui est là en face. Aujourd'hui, par exemple, le PPACI, étant totalement à perte de vitesse, ils sont obligés de partir créer un autre front avec le PDCI qui leur a tourné le dos pour aller créer CAP. Une opposition qui ne sait même pas où elle va. Un père politique qui a du mal même à porter les revendications de son ex-leader de jeunes ou de son ex-épouse qui a été l'une des figures importantes lors de sa gouvernance. Mais je ne vois même pas comment cette opposition-là peut mettre une pression quelconque sur le pouvoir. Pour moi, et je le dis, le président n'a pas répondu parce qu'un homme d'État responsable, il prend le temps de réfléchir et de donner la réponse qui convient face à la demande, et je le répète, pas seulement de ses militants, mais de la majorité des Ivoiriens qui souhaitent qu'au vu de tout ce qu'il a fait depuis 15 ans, il puisse, dans le respect de notre constitution de 2016, repartir pour un second mandat. Et il le répondra au moment opportun. Donc, lorsque les leaders de l'opposition, Damana Picasse, Afin Guessan, sont en train de se gosiller, ou ils sont dans leur rêverie qu'ils pourront faire quelque chose, parce que si le président Ouattara avait décidé hier, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais regardez eux-mêmes leur représentation, tant nationale que régionale. Même Damana Picasse, dans sa région, il ne représente rien. Je ne sais même pas s'il organise l'élection, toute sa famille va le voter. Bien, merci. Merci. Gaël Lakba, voyez-vous l'opposition en train de tirer avantage au cas où le président Ouattara se retirerait de la prochaine présidentielle? Non, le problème il faut le reconnaître, hein, l'opposition a un véritable problème. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Cette opposition face au RHDP gagnerait, en tout cas, à être unie. Le problème, c'est que, finalement, le PDCI... Mais elle est en train de s'unir. Voilà, le PDCI Cap Côte d'Ivoire, Trop c'est trop, le Front commun, PDCI, et le PPACI se sont rapprochés dernièrement. C'est de bonne guerre pour l'opposition. Maintenant, pour la réponse, c'est que est-ce que cette opposition-là est capable de s'entendre dans un consensus sur un seul candidat, ou bien dans une stratégie selon laquelle ils y vont en rang dispersé, et puis après, celui qui a plus de voix puisse reporter sur celui qui viendra avant l'autre. Donc, c'est ce que je veux dire à ce niveau-là. Par ailleurs, je veux revenir un peu sur... les réactions des partis politiques? Non, pas sur les réactions des partis politiques, sur la réponse et puis la position du président Ouattara. Allez-y. Rappelons qu'il a dit qu'il est président du RHDP. Actuellement, il est président du RHDP pour 5 ans. Mais sur la présidentielle, il n'a rien dit. Pourquoi il est président du RHDP? Pourquoi il garde la tête du RHDP? Parce qu'aujourd'hui, s'il se retire, il y a effectivement au sein du RHDP, il pourrait avoir des batailles de positionnement, il pourrait avoir des tiraillements, ça pourrait amener à la division. Donc, pour l'instant, en véritable père de famille, il maintient la cohésion, il maintient ses cadres, et puis il va se projeter maintenant sur la présidentielle. Pour la présidentielle, je pense que le président Ouattara a sa réponse depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, le président Ouattara sait s'il sera candidat ou pas. Lui et certains caciques, certains cadres très proches de lui savent déjà ce qu'il va faire. Mais on assiste à tout ce suspense-là parce qu'en face, le président Ouattara, il tient compte des réactions au plan national et aussi au plan international. Donc, c'est de la stratégie politique qu'il fait. En le faisant, il déphase un peu l'opposition qui, finalement, a du mal à savoir, à identifier le candidat face à qui cette opposition-là sera, au cas où. Pour l'instant, personne ne peut dire qu'il est candidat. Personne ne peut dire que c'est Téné Brahima, ou bien c'est Patrick Hachi, ou bien c'est Kandia Camara. Personne ne peut le dire. Donc, vous savez que l'opposition en face, pour pouvoir calibrer son combat, devrait savoir à qui au moins elle a affaire. Éric Dohou, que dit cette situation au niveau de démocratie interne dans le RHDP? C'est problématique. Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà expliqué. Il y a
les réalités politiques ivoiriennes, ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Ça avait commencé bien avant ma naissance. Et il y a ce que nous, nouvelle génération, qui nous intéressons nouvellement à la politique, nous aimerions voir. Effectivement, des conventions avec un candidat quasiment unique, validé par acclamation. Comme je dis, c'est des choses qu'on a déjà vues, pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans de nombreux pays, ce sont des choses qui se font, qui se voient. Que si vous circulez en Afrique, et même hors de l'Afrique, ce sont des choses qu'on voit. Donc, on est déjà habitué à ça. Nous, on aurait aimé, pour 2025, quelque chose de nouveau, de différent en politique en Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, on n'est pas sur la bonne lancée. Moi, c'est vraiment de là que naît ma frustration qu'on peut ressentir parfois dans mes prises de position. Je m'en excuse, messieurs, si je vous ai parfois heurté avec certains de mes mots. Voilà, j'aurais voulu, moi, qu'on assiste à quelque chose d'un peu plus, honnêtement, un peu plus grand, un peu plus respectueux du rendez-vous important qu'est octobre 2025. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dont on devrait discuter, dont on ne discute pas. Au début de l'émission, j'ai parlé justement de cette question juridique qui va, si jamais je la rouvre, va encore créer du remous. Mais c'est une question dont on doit pouvoir discuter. Parce qu'un quatrième mandat, s'il y en a, c'est une question difficile à trancher pour un esprit libre. Je peux comprendre pour des gens qui sont partisans de valider quelque chose, mais pour un esprit libre, c'est vraiment compliqué. Je me suis amusé à faire une petite infographie pour regarder simplement en Afrique les dirigeants qui ont fait mieux que le président Alassane Ouattara. J'avais appelé ça très ironiquement la canne. Il vous reste 30 secondes. Oh oui, la canne de la longévité au pouvoir. Je peux même vous la partager. Je l'ai fait imprimer en début d'émission. Voilà. Vous verrez que la liste n'est pas très reluisante, ou en tout cas, je ne suis pas fier en tant qu'Ivoirien de voir le président Alassane Ouattara dans cette liste avec des gens qui ne sont pas connus pour être des grands démocrates. Le président Biya, le président Museveni, voilà, des gens qui ont fait peut-être 4, 5, 6 mandats, d'autres qui en sont à leur 3e, 4e. C'est dommage. On aurait apprécié qu'il nous laisse un héritage différent pour cette nouvelle génération qui vient. Mais malheureusement, on s'achemine vers quelque chose de totalement identique à ce qu'on a vécu en 2020. Merci. Nzi Kokora, la question de la démocratie interne au parti est beaucoup soulevée par certains observateurs, notamment l'opposition politique, qui dit qu'il n'y a pas de démocratie au sein du RHDP. Que répondrez-vous à ces derniers? On a vu des candidatures annoncées, dont celle de Meyambli et de Yaya Fofana. Sidik, nous sommes tous dans ce pays. Je crois qu'on va revenir toujours à la vraie définition de la démocratie. La démocratie, pour ce qu'on a étudié, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un parti politique a pris 1 mois pour faire des pré-congrès, aller à la base, interroger ses militants pour avoir leurs perceptions, leurs avis, et qu'à la fin, ce peuple se mobilise. Et qu'il y a 2 candidats, 2 personnalités du parti qui souhaiteraient être président également du RHDP. Et que le peuple se mobilise le dernier jour pour lancer un appel à son président. Et vous l'avez dit, c'est avec déception qu'ils sont sortis de ne pas avoir la réponse de leur président. C'est quoi la démocratie, finalement? C'est faire la volonté de ceux qu'on dirige, ou bien faire soi-même sa volonté, ou la volonté, je finis, ou la volonté de ceux qui sont extérieurs au système. C'est vraiment du mépris ou une ignorance très grave. Et ça, je le dis. Et ça, je le dis. Il n'y a pas eu 2 candidatures. M. Meyambli était dans la salle, je vous dis, il portait un habit à l'effigie du président Ouattara. As-tu déjà vu un candidat qui se dit sérieux, qui va contre M. Sidik, et puis porte l'effigie de son adversaire? Et puis fait la campagne de son adversaire. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les gens veulent un débat sérieux, Sidik, dans ce pays? Et quand je vois des gens qui se disent intellectuels, qui rentrent dans ce faux débat, mais ils me font pitié. On nous parle de longévité au pouvoir. Poutine, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Démocrate. Angela Merkel, elle a fait combien d'années au pouvoir? Elle a fait combien? Elle n'est pas démocrate.
En France, ils ont limité les mandats il y a combien d'années? Aux États-Unis, ils ont limité les mandats il y a combien d'années? Il faut sortir des raccourcis. Et j'ai été d'accord avec toi quand tu as parlé de projet et de bilan. C'est sur ça que la jeunesse africaine doit réfléchir. Et non les raccourcis ou les stéréotypes qu'on avance chaque jour. Ceux qui veulent nous diriger ou qui nous dirigent, ils doivent présenter un bilan. Ceux qui veulent nous diriger doivent présenter un projet sur l'éducation, sur la santé, sur l'économie, sur le changement climatique. Voilà les vrais défis qui s'opposent à l'Afrique et non les histoires de mandat. La vraie question qu'il faut se poser ici, est-ce qu'après 15 ans, et c'est ça le débat central, est-ce qu'après 15 ans, le RHDP, conduit par Alassane Ouattara, a relevé un certain nombre de défis? Voilà le débat qui est plus intelligent que des raccourcis de lois, et je m'en voudrais de ne pas revenir dessus encore. Vous qui parlez tant de démocratie, en démocratie, il y a des règles. Et il y a ceux qui tranchent les règles. Dans notre pays, ou dans d'autres pays, quel est l'organe qui tranche les règles? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est le Conseil constitutionnel. Donc quand on est soi-même démocrate, là, respecter des règles qui régissent donc la démocratie, on doit pouvoir les respecter avant de donner des leçons aux autres. Vous n'êtes même pas prêt à respecter l'organe qui tranche, et puis vous voulez enseigner la démocratie aux autres. C'est bien beau de citer des pays où les gens ont fait 2 mandats et puis sont partis, mais là-bas aussi, quand leurs organes tranchent, là, on ne discute plus. Hein. Aujourd'hui, en France, là, Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027. Pourtant, tous les sondages lui donnent donc un passage au deuxième tour. Merci. Elle la donne 20 Merci, Nzi Kokora. Voilà. Donc vraiment, les Africains, il faut qu'ils arrêtent de prendre des raccourcis. Arsène Anoma, c'est une question qui revient. Merci Arsène Anoma. À l'exception du PDC et RDA, les grands partis politiques ivoiriens ont du mal à avoir des élections ouvertes en leur sein. Qu'est-ce que vous appelez à l'exception du PDC? On a vu l'élection passer du Thiam à la tête du PDC-RDA, ce n'est pas une élection ouverte. Certains candidats ont été empêchés de concourir, il y a eu des actions en justice. Donc c'est pour dire que le fait de vouloir présenter le PDCI comme un arbre de démocratie dans le paysage politique ivoirien, c'est déjà pas vrai. Et puis moi, ce que je dirais, vouloir faire passer le RHD pour un parti non démocratique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La démocratie aussi, comme l'a dit le frère Bernard Kokora, c'est de respecter la volonté du peuple, de l'ensemble de la majorité. Le RHDP, c'est un parti. Les militants ont décidé. Ce sont les textes qui sont appliqués. Donc, il y a la démocratie. Le cas Béambli. Mais ceux qui étaient présents à l'ouverture du congrès, Béambli portait une chemise à l'effigie du président. Ses partisans même ont battu campagne pour le président. Donc, il n'y a pas de déni de démocratie, personne ne l'a empêché. Bien. Voilà. Alors, au sujet du choix futur du président Ouattara, est-ce qu'on peut parler d'un choix ou d'une obligation morale? Du choix futur du président à c'est-à-dire sa décision quant à l'appel des militants du RHDP. Ce n'est pas... D'abord, si le président décide d'y aller, c'est le respect de la Constitution. C'est le respect de la Constitution porté par la volonté populaire de ses militants et de la majorité des Ivoiriens de le voir poursuivre ce qu'il a fait. Et comme l'a dit le frère, moi, je pense qu'allons à des débats constructifs, par exemple sur le bilan. Mais parler de problèmes juridiques... Le bilan n'est pas le sujet du jour. On a eu plusieurs fois sur ce plateau des questions sur le bilan, emploi jeune, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce n'est pas la question du jour. Aujourd'hui, nous parlons du congrès du RHDP. Voilà. C'est le sujet, voilà. Donc, il faudra rester dans le cadre de ce sujet-là. Par exemple, la lumière de banane n'est pas un gage de démocratie. Il y a des anciennes démocraties dans le monde où la lumière existe et pour d'autres, la lumière de mandat n'existe pas. C'est le choix souverain du peuple de le faire. Donc, le président, s'il décide d'y aller, c'est parce que, étant démocrate et étant un homme d'État, il a décidé de respecter la Constitution qui lui donne le droit de faire ce second mandat. Et si les pré-congrès et le Congrès l'avaient mis en minorité et avaient décidé qu'il n'était pas apte à continuer, le président aurait accepté. Et le fait de vouloir croire que ça a été monté, moi je peux vous donner une anecdote. Moi j'étais présent au pré-congrès dans la Niébi, à Agoville, en tant qu'observateur. Mais les populations, les responsables politiques ont librement émis l'avis de voir le président continuer. Donc ce n'est pas comme si les gens avaient été conditionnés comme un bétail électoral. Merci Arsène Anoma. Alors chacun maintenant, 30 secondes pour terminer. Quel risque pour la stabilité politique si le suspense dure trop?
Quel risque pour la stabilité? S'il n'y a pas aussi. Déjà, la stabilité est déjà... il y a déjà une certaine cristallisation, une crispation. On parle même de crise préélectorale. Ça dépend de l'angle sous lequel on se met. Kokora dira que... Et Anouma diront qu'il n'y a pas de crise préélectorale. De l'autre côté, l'opposition, ils vous diront que là, actuellement, c'est une crise qui se prépare relativement à leur revendication. Ils demandent le dialogue politique, ils parlent de la CEI et tout ça. C'est un peu compliqué de pouvoir se prononcer, mais vous voyez, c'est pour cela que quand le président ne s'exprime pas, on le sait, c'est quelqu'un de très méthodique. Quelqu'un l'a dit, si il devait présenter, il devait se décider, ce serait depuis janvier. Mais moi, je dis que ce serait déjà avant janvier même. Mais si jusqu'à présent, à 4 mois des élections, même en 2020, ce n'était pas comme ça, à 4 mois des élections, il y a encore le suspense, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est peut-être une instabilité qui se prépare. Je veux venir à ce qu'on dit, on est en train de dire. C'est vrai, on peut aller au discours sur le bilan. C'est ce que les Ivoiriens attendent. 20 secondes. D'accord, c'est ce que les Ivoiriens attendent. En 2000, il y a eu discours sur le bilan. En 2010, il y a eu campagne sur les bilans. On va revenir sur le sujet parce que... Non, j'ai fini. 12 mois je suis d'accord, j'ai fini. Bien sûr. 2015, il n'y a pas eu débat sur le bilan. 2020, il n'y a pas eu débat sur le bilan. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait débat sur le bilan, l'environnement électoral doit être propice. Il faut que le jeu politique soit ouvert. Vous allez voir que chaque fois, les débats ne font que revenir. En 2020, on est resté sur les affaires de qui est candidat, qui n'est pas candidat, sur la CEI, sur tout ça. C'est parce qu'il y a un problème qui est là, qui est latent, qui n'est pas réglé. Si ce n'est pas réglé là, vous voulez qui vienne faire un débat sur le bilan. C'est ça le vrai problème. Merci. Éric Dohou, en dehors d'Alassane Ouattara, est-ce que voyez-vous des cadres qui pourraient permettre au parti de gagner la prochaine bataille électorale? Bon, moi, j'ai déjà répondu. Pour moi, il n'y a qu'un seul adversaire au RHDP pour l'opposition. Je précise que je ne suis pas de l'opposition, je ne suis d'aucun parti aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul, c'est le bilan. Donc, c'est pour ça qu'on préfère parler du bilan. Au moins, ce candidat-là est connu, il est impersonnel. Avec ce candidat bilan, est-ce que le RHDP peut battre l'opposition politique? Bon, honnêtement, ça, je ne sais pas. Ça dépendra de leur capacité à convaincre les Ivoiriens. Pour ça, il faut du temps. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi de Brandolini qui dit que vous avez besoin de 2 fois plus de temps pour déconstruire un mensonge. Et le nombre de mensonges qu'on a accumulés depuis 2010 est effarant. Donc, 4 mois, ça ne suffira pas. Chaque jour qu'on perd à débattre de qui sera candidat, qui ne sera pas candidat, c'est du temps qu'on perd pour convaincre les Ivoiriens qui ont vraiment envie d'être convaincus. Il y en a qui sont partisans, eux, ils ont déjà choisi. Je veux juste terminer quelque chose. On parlait tout à l'heure de M. Méambli, qui était apparemment candidat à cette convention et qui s'est rallié assez rapidement. Bon, je ne sais pas, moi, je suis un peu taquin, peut-être qu'il n'avait pas envie de perdre son tabouret, parce qu'on a rappelé aux gens que pas de tabouret. Quand on n'a pas de, voilà, quand on n'est pas dans la ligne droite du parti, on est assez sanctionné. Donc bref, juste pour rappeler, monsieur Kokora, que la démocratie, ça ne se décrète pas. La démocratie, c'est une recette de cuisine quasiment. C'est un ensemble d'ingrédients avec une manière de les utiliser pour arriver à un bon résultat. Tout ce que vous faites en dehors de cette recette, ce n'est pas de la démocratie. Appelez-le comme vous voulez. Hein. Tous les régimes autocratiques au monde disent qu'ils sont démocratiques, mais ils ne le sont pas, du point de vue de ceux qui connaissent cette recette. De la même manière que si vous allez au marché et que vous achetez du gombo, vous pourrez difficilement rentrer chez vous et faire de la sauce arachide. Donc, moi, en tant qu'observateur, je vous dis, ce que j'observe en Côte d'Ivoire, ça ne ressemble pas à la démocratie. C'est un théâtre, c'est du storytelling que vous faites. Je suis navré de vous le dire. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en termes de mensonges, je vous ai dit tout à l'heure, hein, que lorsqu'on regarde notre code électoral, dans les conditions d'éligibilité du président de la République, on dit « doit être de bonne moralité ». C'est quoi un homme de bonne moralité? Déjà, je pense que le mensonge n'est pas dedans. Donc, tous les mensonges qu'on a accumulés depuis 2010, il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire une élection où on ne ment pas aux Ivoiriens, qu'on leur dise la vérité. Et comme j'ai dit, il faut du temps pour cela. Et je rappelle à M. Kokora que jusqu'aujourd'hui, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, là, nous attendons toujours l'alinéa 3 de cet article 18 sur la convention du PDCI, du RHDP. Donc je vous invite, M. Kokora, si vous voulez donner des leçons de démocratie en disant que vous êtes un parti démocratique, commencez d'abord par télécharger le statut du RHDP, au lieu de télécharger celui du PDCI et de leur donner des leçons de démocratie. Merci. On a tous des leçons de démocratie à apprendre. Onzi Kokora, vous avez la parole, 1 minute également. Ok, rapidement, d'abord je voudrais dire aux frères,
D'abord, tu as dit qu'en 2015, il n'y a pas eu de débat sur le bilan. Ce n'est pas vrai. En 2020 non plus. En 2015, je parle de 2015. 2015, il y a eu une élection. Afin-Guissant était candidat. Vous n'allez pas mépriser Afin-Guissant qui était ancien Premier ministre, président du FPI. Il y a eu un débat. Il y a eu plusieurs candidats. Et Mamadou Koulibaly qui a pris 100 millions, après il s'est volatilisé dans la nature. Il était parti pour faire un débat. On va revenir au débat. Voilà, je reviens au débat, mais quand il revient sur des choses... Non, vous n'aurez plus le droit de parole. Vous avez tout sur votre dernier temps de parole. Il y a la réponse à ce qu'il a dit, c'est pas forcément... Ensuite, Arsène Anouma pour terminer. On a un temps à respecter. En 2015, il y a eu débat. Seulement qu'après, des gens ont pris l'argent, ils ont fui. Mamadou Koulibaly a fui, et si Amara est parti... Je ne suis pas d'accord. Alassane Ouattara est le bilan, la carte du dernier recours. Le mensonge, vous savez, Platon disait, la vérité, c'est la synthèse de toutes les vérités. Ce que tu peux considérer comme mensonge, moi, je peux le considérer comme vérité, vice-versa. Donc, vous n'avez pas la science infuse. Vous n'avez pas les règles pour établir ce qui est mensonge. Je comprends pourquoi vous n'avez pas fait long feu en politique. Bien, mais il parle de l'alinéa 3. Parti politique. Donc, non, c'est la convention. Mais, vous savez, je ne sais pas quelle est cette forme de vouloir, je vais dire, imposer leur calendrier ou leur agenda à quelqu'un. Nous avons notre statut et règlement intérieur. Si tu le veux, je peux te l'envoyer. Moi, c'est l'alinéa 3. Ça ne peut pas faire des débats. Ça ne parle pas de débat. Êtes-vous militant du RADP? Non, ils ne vont pas me permettre. Non, tu leur as permis de me... Non, c'est terminé. Le temps est terminé. Mais tu leur as permis de me... Non, mais le temps est terminé. Ça, je ne suis pas d'accord. Allez-y, monsieur Arsène Anouma, une minute également. Non, vous n'avez plus la parole. Demande-leur de m'arrêter. Monsieur Arsène Anouma, vous avez la parole pour terminer. Alassane Ouattara est-il en train de jouer la carte du dernier recours? Jouer la carte du dernier recours, c'est-à-dire, quand vous parlez de carte du dernier recours, qu'est-ce que vous voulez dire? À ce retrait, c'est moi qui pose des questions. Non, mais moi, je ne vois pas le cas du dernier recours. Vous la comprenez très bien, allez-y. Le président, il suit les règles de son parti. Lorsque le moment viendra, le président prendra sa décision. Ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas de la ruse avec les Ivoiriens. Ceux qui ont écouté le discours du président hier au stade ont senti un homme en phase avec son peuple, un homme plein de responsabilités. Bien sûr, il pourrait dire non à ses militants. Mais pourquoi vous voulez que le président dise non si, effectivement... Ce n'est pas un souhait, c'est une question. Voilà, mais il a dit qu'il a compris son peuple. Et ayant compris son peuple, et étant dans la démocratie... Arsène Anouma, la question est très claire. Est-ce qu'il pourrait dire non? Vous pouvez répondre par oui ou non. Non, quand vous me dites de dire par oui... Mais c'est une question... En fait, vous faites une lecture également. Il y a deux possibilités. Qui disent oui ou non. C'est possible puisqu'il a dit qu'il va réfléchir. Mais en l'état actuel des choses, la majorité de ses militants et tous ses militants et la majorité des Ivoiriens... C'est-à-dire ils veulent qu'on fasse leur volonté. Le oui est évident. Un oui évident. Maintenant, c'est terminé. On a fini. Vous la dernière question pour terminer. Ok, ce que je voulais dire aussi, lorsque j'écoute M. Dou, je suis effaré. Et c'est ce qu'on retrouve. Je suis un peu triste. Oui, 10 secondes, allez-y. Quel jeune est cette rhétorique-là? Pourquoi vouloir imposer aux autres ce qu'il appelle comme mensonge? Je ne sais pas de quelle région il est, d'où je pense de l'Ouest. Moi, j'ai fait Abidjan jusqu'à la frontière libérienne. Aujourd'hui, on y va tranquillement en route. Où est le mensonge? Aujourd'hui, est-ce que lui peut arriver chez lui et dire à ses parents que ce pouvoir-là a menti, alors que ce pouvoir-là, en 15 ans, a apporté des solutions à leurs problèmes? Merci, Arsène Anouma. Et ça, c'est de la rhétorique, c'est triste. Et le mensonge est plutôt chez l'opposition qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Place maintenant au carton rouge. Le premier carton rouge de cette émission avec Gaël Lakba. Alors, carton rouge, très rapidement, je vais dire stop aux fake news sur les réseaux sociaux. À l'approche de la présidentielle, on remarque qu'à chaque fois, il y a des personnes qui fabriquent des informations pour intoxiquer les populations. Carton rouge à ces personnes-là. Arsène Anouma, carton rouge. Oui, mon carton rouge, je vais dans le même sens que mon frère. En fait, carton rouge à l'opposition, qui n'ayant plus rien à proposer aux Ivoiriens, et se sachant défaite aux prochaines élections, a trouvé comme parade de mettre en évidence les fake news. Nous avons vu hier, par exemple, l'un des collaborateurs du ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, qui a été mis en évidence au stade comme étant le président de la CEI, alors que cela n'en était pas. Et ça démontre toute l'irresponsabilité et l'immaturité de cette opposition-là. Elle gagnerait à proposer des choses aux Ivoiriens, à œuvrer pour un climat apaisé, pour que cette élection-là, qui sera libre, démocratique, ouverte à tous, puisse se passer dans de bonnes conditions, au lieu de continuer dans les fake news. Éric Dou, carton rouge. Mon carton rouge concerne aussi ce congrès. Il concerne surtout une publication. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres, mais il y en a une que moi j'ai vue personnellement. Une publication d'un militant, je ne sais pas, on m'a dit que ça pourrait être un avatar. Je ne sais vraiment pas de quel bord il est et quelles sont
ces objectifs, mais je veux vraiment donner un carton rouge à tous ceux qui ont fait des commentaires sur l'origine des militants qui étaient au stade hier. On n'a pas à refaire ce débat qui date de 2010. Toutes ces questions identitaires vont polluer le débat. Moi, personnellement, ce que je veux, et je pense que ce que veut la majorité des Ivoiriens, c'est un débat sur le bilan du régime qui est en train de sortir et sur les projets de chacun, de tous ceux qui veulent être candidats. Merci Eric Dou. Nziko Kora, carton rouge. Alors, je crois qu'on a tous pensé à la même chose. Carton rouge à toutes ces personnes donc, de l'opposition qui, ayant perdu le terrain, la bataille du terrain, trouvent le mensonge, la manipulation, l'intoxication comme moyen pour pouvoir faire face au RHDP. Il faut que les gens se construisent des projets, il faut qu'ils aillent ils partent sur le terrain pour convaincre les populations, parce qu'en politique, les raccourcis n'ont jamais apporté de résultats probants à son auteur. Merci. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 100 000. C'est un record de mobilisation. Dimanche 22 juin, stade olympique Alassane Ouattara de BMP. Le stade a vibré au rythme du deuxième congrès ordinaire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Selon des sources proches du parti, plus de 100 000 militants ont répondu à l'appel, venus de tout le pays pour réaffirmer leur fidélité au RHDP et à son leader, le président Alassane Ouattara. Une démonstration de force à 4 mois de la présidentielle. La veille, faut-il le rappeler, 7 000 congressistes avaient ouvert les travaux au parc des expositions de Port-Boué autour d'un mot d'ordre redynamiser et restructurer le parti en vue du scrutin d'octobre prochain. Réaction là-dessus, Nziko Kora. Écoutez, ce fut phénoménal. Phénoménal et il fallait être là pour vivre l'événement. À l'intérieur du stade, comme à l'extérieur du stade, c'était plein de monde. Ça montre que le RHDP est la première force politique. Merci. Une maturité politique. Bien. Gaël Lakba, 100 000 militants, mais on l'a vu en 2010, Laurent Gbagbo mobilisé également, mais qui a perdu plus tard les élections. Merci Sidik. Effectivement, pour moi, le défi n'était pas la mobilisation parce qu'un parti au pouvoir, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de mobiliser. Je vais faire un petit rappel. Le 28 septembre 1963, le PDCI a mobilisé 500 000 personnes. Vous l'avez dit, Laurent Gbagbo, en tant que président de la République, en 2010, a mobilisé je ne sais même plus combien de personnes à l'époque au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est des milliers de personnes selon les sources. Des milliers selon les sources. Maintenant, après cela, le président Gbagbo a perdu les élections. Ce sur quoi il voulait faire une précision, il ne s'agit pas de mobiliser 100 000 personnes pour dire qu'arrivé aux urnes, on va avoir 100 000 voix. 100 000 personnes mobilisées dans un stade ne correspondent pas à 100 000 votants. Pas de force politique. Éric Dou, réaction sur cette mobilisation du RHDP? Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans une bataille des chiffres. Bon, je ne sais pas qui y avait au stade sur ces 100 000 personnes. J'espère que ce sont vraiment 100 000 militants et sympathisants du RHDP. Bon, des images que moi j'ai pu voir. Quand on parle de 100 000, c'est dans le stade et à l'extérieur. C'est ce que je dis. Je ne sais pas, je ne pourrais pas, parce que je ne suis pas vraiment intéressé à cette question. Je sais simplement que ce genre de grandes manifestations où il y a de l'argent qui est distribué, de la nourriture, ça attire beaucoup de badauds. Mais je pense quand même que avec... S'il vous plaît, on vous entend quand vous parlez. Essayez de respecter les temps de parole. Non, vous n'avez pas la parole. Je vais très vite. Non, allez-y, terminez. Il vous reste 15 secondes. Et donc, il y avait un parterre de ministres, de DG et tout ça. Et on sait comment ça fonctionne. Il y a toujours chaque personne vient avec ce qu'il arrive à mobiliser. Donc, je pense assez normal, comme l'a dit mon prédécesseur, que toutes ces personnalités arrivent à générer autant de mobilisation. Arsène Anoma? Non, pour moi, c'était une grande ferveur nationale. Une grande ferveur nationale. Au-delà des militants du RHDP, c'était la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, toutes les régions du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre qui étaient présentes pour dire merci d'abord au président, dire merci au président, le célébrer et lui demander de repartir pour son second mandat constitutionnel. Et ce que je pourrais dire sur le chiffre, il est exactement ça, parce que pour lui, le frère qui dit qu'il ne s'intéresse pas aux chiffres, mais qui s'intéresse à la manière de mobiliser et à la nourriture et autres, bon, c'est symptomatique de la manière de l'opposition. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, les 100 000 étaient réels, parce que le stade de BIMP fait 65 000 places, si je ne me trompe. C'est ça. Ça veut dire que les tribunes étaient pleines et même la pelouse était pleine. Ça veut dire que même dans le stade, déjà, on avait les 100 000. Et moi, à 11h, à 10h, avant même le début, j'ai fait le tour du stade.
jusqu'à même un peu vers d'autres. Le stade, merci, merci Arsène Anoma. Je peux dire qu'on était au moins 200 000 personnes. Merci Arsène Anoma. Je tiens à préciser également que ces chiffres ne sont pas des chiffres de Reflet TV, ce sont des chiffres donnés par le RHDP pour éviter toute polémique. Mais c'est sur la presse internationale, par la presse internationale. Ah, mais le RHDP également, mais la presse internationale également confirme ces chiffres. Oui, ça s'engage les 200 000 là. Merci s'il vous plaît, merci à 200 000 personnes. Merci Zik Okora, merci Egel Akba, Eric Tourou. Chers téléspectateurs, rendez-vous demain pour un autre numéro C'est là, il y a les de sources. news que j'ai sur Oui, il y a les sources. Bonsoir. Abidjan.net.